Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Charles-Édouard Carrier et je serai l'animateur de ce webinaire présenté par Les Affaires d'aujourd'hui. Portrait TI 2026, une présentation de Novipro. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous et c'est toujours un moment très important dans le domaine des technologies de l'information, ce dévoilement, le lancement donc des portraits TI. C'est la 10e édition cette année donc de ce portrait de Novipro. Pour faire différent un petit peu cette fois-ci aux gens qui sont habitués au webinaire avec nous, vous allez pouvoir poser des questions via la fenêtre de clavardage comme on peut le faire à l'habitude. Toutefois, il n'y aura pas de période de questions à proprement dit à la fin du webinaire. Donc, vous serez contacté directement par courriel pour qu'on puisse répondre à vos questions. Donc, on vous encourage à le faire via la fenêtre de clavardage et un peu plus tard, donc, on va vous recontacter pour y répondre. Je rappelle également que le webinaire sera disponible en rediffusion. Vous recevrez un lien après la présentation, donc pour pouvoir le regarder à nouveau, peut-être y faire référence, peut-être dans le futur, dans vos organisations. Et finalement, si vous avez un problème d'ordre technique, on vous invite à passer via notre diffuseur officiel qui est PQM. Vous pouvez les contacter directement via un bouton dédié sur votre écran. Et d'ailleurs, on est aujourd'hui dans les studios de PQM sur la rue Chabanel à Montréal. Donc, le portrait TI, je le disais, c'est la 10e édition, donc 10e portrait qui est présenté aujourd'hui. On veut plonger dans ces données-là, analyser, regarder avec nos experts justement, qu'est-ce qui ressort de cette grande enquête-là pan-canadienne. On veut vous outiller également avec des pistes de réflexion qui peut-être trouveront écho, on l'espère, dans vos organisations. Et pour commencer, en fait, on va se tourner, on va prendre un pas de recul et on va se tourner justement vers cette création-là du portrait des TI, justement, et contextualiser davantage, justement, cette présentation-là. On va accueillir sur le plateau Yves Paquette, qui a fondé Novipro en 1993. Et pour commencer, tout d'abord, bonjour Yves, merci d'être avec nous. Bonjour. Premièrement, donc Novipro, cofondé en 1993, on parle de TI. Ça ressemblait à quoi les TI en 93? Ben, les TI en 93 subissaient un premier changement majeur. On a vu l'apparition, par exemple, des microprocesseurs, des micro-ordinateurs, Mhm. donc d'aspect portabilité. Donc, déjà là, il y avait cet aspect-là. Moi, je me souviens du côté des démonstrations qu'on devait faire à notre clientèle. Traîner un portable, c'était pas comme aujourd'hui, là. C'est Ouais. pas un petit laptop ou notre téléphone intelligent. Mais c'est aussi une grande transformation parce que, à cause de la micro-informatique, on voyait de plus en plus les différents départements maintenant qui avaient des besoins Mhm. qui se disaient, ben pourquoi je vais attendre à cause du lien à l'intérieur de la grande entreprise? Pourquoi j'attendrai après le département TI pour faire avancer les choses? Peut-être que je peux aller voir différents consultants et Ouais. commencer à moi-même à m'organiser. Donc, il y avait déjà un changement organisationnel qui s'amorçait dans les entreprises. Fait que déjà, on était dans Oui, l'organisation, on exactement. réfléchissait à cette transformation-là qui effectivement arrivait, puis arrivait rapidement en même temps. 93, si on fait le bon, 2017, là, je nous ramène à la première édition du Portrait TI. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'était quoi l'ambition derrière ça, derrière ce concept et cette idée-là de présenter justement une étude d'une importance comme celle-là? Mais si je regarde ce que je viens de mentionner au sujet des premiers débats qui se faisaient entre départements et les TI, bien, le positionnement des TI à cette époque-là, c'était on relevait des CFO ou quoi que ce soit. Donc, on était des dépenses, on faisait la gestion d'actifs et c'est à peu près tout. Et là, maintenant, on passait dans un mode où non, non, il y a des projets plus mineurs qui pourraient être réalisés en coordination entre les TI et les différents départements. Donc, on se disait que ça nous prendrait peut-être des données sur les orientations qu'on doit prendre. Euh, les TI ressentaient de plus en plus d'avoir un besoin de faire partie de l'orientation stratégique des entreprises. Pour ce faire, on s'est dit, ben, je pense que la première chose à faire, c'est de se créer des données. Ouais. Il y avait quelques données à l'époque, mais c'est des données plutôt américaines. Il n'y avait pas de données canadiennes. Donc, ce qu'on a fait, on s'est dit, ben, pour y arriver, ce serait peut-être intéressant de se trouver des bons partenaires. Le premier partenaire, c'est IBM, qui avait déjà une présence à travers le Canada en entier. Et aussi une équipe de sondeurs, qui est la firme Léger, qui était reconnue non seulement à travers le Canada, mais même à l'échelle internationale. Donc déjà là, on avait des bases pour dire on peut ramasser des données qui vont être crédibles. Autre chose de notre côté, c'est que l'étude TI, ce n'est pas quelque chose qu'on vend. L'étude TI est gratuite pour tout le monde. Et non plus que ça, c'est qu'on demande aussi aux gens d'y participer, dans le sens que les questions, ce ne sont pas juste des questions que Novipro a pondues. Oui, au départ, on a fait une première version qui s'adressait surtout aux TI, mais après ça, on a élargi ça. Ouais. Mais c'était surtout qu'à chaque année, ces gens-là ont la possibilité de nous parler pour revoir si on doit ajuster la formulation de certaines questions.
Des fois, c'est des questions complémentaires. Des fois, c'est d'enlever des questions qui sont désuètes un petit peu. Ouais. Mais ça nous a permis d'amasser suffisamment d'informations crédibles que même aujourd'hui, on le voit, les gens nous demandent en pré-appel, là, d'avoir la possibilité d'être sur une liste qui va nous permettre d'avoir l'étude TI plus rapidement. Mhm. C'est essentiel. Donc, l'étude TI, c'est une photo, Oui. c'est un moment, donc 2017 à aujourd'hui. On peut dire qu'on a 10 photos qu'on a prises dans les 10 Ouais. dernières éditions. Euh, Si on regarde justement l'évolution des tendances, est-ce qu'il y a des choses qui aujourd'hui surprennent justement dans comment tout ça a évolué dans le monde des technologies de l'information? Si j'avais analysé les 10 années, premier constat qu'on fait, c'est qu'on a quand même réussi notre objectif, c'est d'avoir plus d'implication des TI dans l'aspect décisionnel stratégique des entreprises. Par contre, on réalise une autre chose aussi, c'est qu'avec le temps, il arrive des événements. Et chaque événement fait en sorte qu'on doit faire des fois un petit recul. Puis, donc, la bataille n'est jamais gagnée. Il faut continuer constamment de prendre ces données-là, les construire, les faire modifier pour revoir les orientations stratégiques. Si je regarde aujourd'hui une donnée intéressante, c'est qu'à l'époque, on voyait au niveau des TI déjà des projets importants. Tu sais, on parle par exemple de l'info nuagique, on parle de la sécurité, la cybersécurité, on parle de la gestion de données, la gouvernance des données. On parle de l'IA maintenant qui est nettement présent. Donc, on avait déjà une vision intéressante, mais si on regarde ce qui s'est réalisé dans les 10 années, c'est que tout ça a évolué dans la bonne direction, mais de façon que les TI ont été impliqués au niveau stratégique de chacun de ces projets-là. Et ça, c'est une évolution. Si on se ramène C'est justement à absolument. 2017 à aujourd'hui, on a élevé ça à un niveau stratégique. Oui, Je comprends également que c'est une étude qui est très terrain. oui. C'est très terrain parce que, puis même au cours des années, on a apporté certaines modifications. Comme je mentionnais tantôt, au début, c'était vraiment juste les TI. Oui. Par la suite, on a dit non, non, regarde, si on va avoir une bonne représentation, ça prend les différents départements, les différents secteurs manufacturiers, distribution ou autres, mais également la grande, la moyenne et la petite entreprise. Donc aujourd'hui, l'étude TI a accès des tentacules partout, donc un feedback de tous ces gens-là, et ça donne vraiment une très grande valeur de données canadiennes. Excellent. Bien, merci beaucoup pour cette première introduction. Donc, on a pris un pas de recul, on a regardé l'étude de façon plus globale et maintenant, on va aller commencer à analyser justement les résultats avec nos experts invités. Je vais inviter à me rejoindre donc sur le plateau Alain Cormier, président de Novipro, Guillaume Gilbert, responsable des communications et affaires publiques chez OVH Cloud et finalement Gabrielle Bodbol, qui est consultante en cybersécurité. Et justement, bien, on va discuter de données, on va décortiquer justement ce portrait-là qui, je vous le rappelle, est disponible donc en téléchargement. Vous pouvez y avoir accès gratuitement. C'est ce qu'on vient justement de rappeler, la motivation derrière ce projet-là. Je me tourne vers Gabriel. Première question, on va parler de cybersécurité. Ce n'est pas une surprise, ça occupe beaucoup l'espace dans les organisations, cette notion-là de cybersécurité. Je vais un petit peu plus loin, j'aborde l'aspect de la loi 25, donc la loi sur la protection des renseignements personnels, justement. Dans le portrait, ce qu'on remarque, c'est, puis moi, je le vois peut-être un peu comme un paradoxe, on dit, bon, 89 des répondants se disent confiants quant à l'évolution de la réglementation de la loi 25. Mais en même temps, on a 32 des entreprises qui ne connaissent pas la loi 25. Fait que là, on a ça. Puis d'un autre côté, on l'a dit, c'est des données pan-canadiennes. Si on va au Québec plus spécifiquement, 12 ne connaissent pas la loi 25, puis 9 ne savent même pas s'ils sont conformes. Euh, Comment on interprète de un ces écarts-là, puis quel risque ça peut amener? C'est une question qui est vraiment intéressante parce que, en effet, oui, c'est paradoxal, mais quand on regarde de près, en fait, c'est vraiment humain. C'est-à-dire que c'est vraiment, la confiance qu'on voit dans l'évolution réglementaire, c'est sincère et les dirigeants, on voit bien que les choses sont en train de bouger et que le Québec s'aligne sur des standards internationaux. Mhm. Donc ils sont en fait pris dans une sorte de biais d'optimisme. Il y a une forme de tranquillité parce que, ben, le cadre est là, il progresse et donc on va suivre le mouvement. Mais le problème, c'est, que cette confiance, elle va pas se traduire en appropriation complète. Il y a plusieurs raisons à ça, qui sont pas forcément liées à de l'irresponsabilité, mais on va voir d'abord qu'il y a une fatigue réglementaire. C'est-à-dire que, en quelques années, il y a eu, le RGPD, il y a eu des obligations fiscales, il y a eu les normes ESG et cetera. Et donc ensuite, il y a eu la loi 25 qui arrive
en plus. Donc elle est perçue comme, en fait, encore quelque chose de plus. Ouais. Et donc là, quand il y a une surcharge comme ça pour le cerveau, ce qui va être considéré comme urgent ou pas, ça va passer après. Donc c'est vraiment, une grosse surcharge. Et puis il y a un autre biais aussi que j'observe assez souvent, c'est, ben, on est trop petit pour s'intéresser à ça parce que, ben, de toute façon, on ne collecte pas tant de données que ça. Mais en fait, ben, c'est faux, même si c'est rassurant. Et puis, ben, tant qu'il y a pas de réel incident, ben, c'est un confort qui va persister. Et c'est exactement un petit peu, en fait, comme quand on a une assurance habitation, on ne va pas penser forcément, à la qualité de sa couverture tant qu'on n'a pas eu de Ouais. dégâts des eaux, en fin de compte. J'aime beaucoup le concept de fatigue réglementaire. Je pense qu'il vient peut-être justement, comme tu l'expliquais, à motiver. On peut expliquer certains chiffres derrière ça. Bon, on voit aussi dans les données que la cybersécurité est encore l'enjeu numéro un, mais qu'on questionne au niveau de la prise de décision actuellement, que ce soit en termes de formation ou d'évolution, par exemple, des pratiques. Donc, tu es consultante, tu es sur le terrain. Est-ce que c'est quelque chose qui est observé, ça? Oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé et puis c'est vraiment un gros sujet, aujourd'hui. C'est plus la prise de conscience qui manque, là, c'est vraiment le passage à l'action. OK. Et c'est fascinant et inquiétant parce que c'est le phénomène de normalisation que vous évoquez, bah, il y a 10 ans, une cyberattaque, c'était un événement. C'était la crise, il y avait une cellule de gestion de crise qui se mettait en place et cetera. Aujourd'hui, c'est presque un fait divers, en fait. Et donc Normalisé, presque? oui, c'est ça, Ouais. c'est vraiment normalisé. On va parler, au déjeuner, on va citer, l'entreprise qui a été touchée, puis on va passer à autre chose. C'est un sujet, parmi d'autres sujets. Mais là, c'est quelque chose qui va être anesthésiant. Donc le cerveau, il va s'habituer à tout et il va s'habituer au danger. Donc le discours qu'on va entendre beaucoup, c'est, ben, tout le monde se fait attaquer et cetera. Sauf que sans avoir géré, sans avoir préparé, ça va faire qu'on va avoir un impact maximal quand il va y avoir une cyberattaque. Et donc, je pense qu'il y a 3 effets à cette normalisation. C'est que, la cybersécurité, c'est encore trop souvent perçu comme un sujet, TI et pas comme un risque d'affaires. Et quand votre production s'arrête et que vos données, sont chiffrées, ben, vos clients, ils vont perdre confiance et donc là, c'est plus des TI, c'est vraiment de la stratégie d'entreprise. Fait que ce switch-là n'a pas été fait encore, là, donc Ouais, ou en fait, il est à faire définitivement. exactement. Et donc c'est pour ça que, i on va vraiment déplacer l'investissement vers la résilience, vers les exercices de simulation. Il ne faut pas qu'on se concentre que sur les outils, en fait. Il faut vraiment qu'on construise sur la résilience. Et en plus, ben, pour les PME, il y a aussi des solutions gratuites qui existent Mmh. aujourd'hui. Il y a, par exemple, le kit Loi 25, où il y a aussi, des guides pratiques qui sont proposés, qui permettent à des petites entreprises, de se conformer de façon, progressive, sans, ben, forcément dépenser comme ça dans des outils sans savoir exactement, Ouais. ce que ça va donner. Oui, parce que la tentation d'investir un peu à l'aveugle, elle doit être présente, mais effectivement, il y a des solutions qui existent. Merci beaucoup pour ce premier regard donc, sur la cybersécurité. On va se déplacer maintenant du côté de l'info nuagique avec Guillaume Gilbert, donc de OVH Cloud. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Justement, donc, cette notion-là revient beaucoup dans le rapport cette année. Et là, je parle vraiment de souveraineté de données. Mhm. On l'a dit, 77 des entreprises estiment que cet enjeu-là de souveraineté de données est plus important aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Premièrement, comment on analyse cette donnée-là, cette croissance-là, ou en fait cette préoccupation-là grandissante? Bah, déjà, c'est un peu l'année de la consécration pour la souveraineté des données, Oui, puisque je crois que c'est la première fois que le portrait TI consacre une partie entière à la souveraineté. C'est pas vraiment surprenant quand on voit le contexte géopolitique depuis 2 ans. Forte instabilité, forte volatilité, un bris de confiance avec les Américains qui évidemment, détiennent une grande majorité des solutions technologiques qu'on utilise, chaque jour, tous ensemble. C'est aussi, quelque part une bonne nouvelle ou en tout cas quelque chose de rassurant de voir que maintenant c'est vraiment une prise de conscience, vraiment généralisée de la part des organisations, oui, également du gouvernement canadien. On l'a vu qui a investi énormément oui. d'argent, pour, bâtir une infrastructure souveraine en matière d'IA, par exemple. Donc il y a vraiment un enjeu aujourd'hui d'être très rationnel pour renforcer son autonomie, numérique Mhm. et in fine renforcer son autonomie, stratégique. Le contexte, alors juste un mot sur OVH parce qu'OVH, nous, on est un joueur infonuagique, avec un ADN européen, fermement ancré, au Québec et au Canada depuis des années. Donc on a alerté, très tôt d'ailleurs, depuis de nombreuses années sur, les enjeux de la souveraineté des données
et pas uniquement d'ailleurs, parce que la souveraineté numérique, ça n'est pas que la souveraineté des données, c'est également le volet technologique et le volet opérationnel. C'est tout un pan vraiment de bout en bout qu'il faut prendre en compte. Mais pour revenir au contexte géopolitique, ce qu'on observe, c'est que il y a vraiment une conscience de l'hyperdépendance des organisations à une poignée d'acteurs, donc tous essentiellement américains. Et donc que l'antidote face à ça, c'est que les organisations se réveillent. Il y a vraiment un grand réveil au Canada et chez les organisations pour diversifier en fait ces fournisseurs. Ça, c'est le premier élément. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est vraiment de cette prise de conscience qu'il y a des risques aujourd'hui qui sont liés au risque extraterritorial. Donc, le Cloud Act, j'imagine que tout le monde a entendu parler du Cloud Act, c'est la capacité pour le gouvernement américain d'accéder aux données d'un serveur américain, même si celui-ci est situé en dehors du territoire américain. Donc, c'est une violation directe des lois locales, des lois canadiennes, par exemple. Donc il y a un vrai travail aussi chez les organisations, je pense, de faire une vraie cartographie des dépendances. Gabriel en parlait il y a un instant. Donc cette cartographie, elle est vraiment très, très, très importante pour les organisations, pour qu'ils puissent mesurer en fait où sont leurs dépendances et puis réduire aussi les risques in fine. Donc ça veut dire pas forcément mettre toutes ces données chez un cloud 100% souverain. Les solutions américaines sont extrêmement performantes pour tout un tas d'usages, mais il faut vraiment qu'il y ait une vraie prise de conscience de cette cartographie et in fine choisir si on a vraiment besoin de renforcer son autonomie stratégique en hébergeant ces données de manière souveraine, de choisir des joueurs qui sont extrêmement transparents sur à la fois la donnée, c'est-à-dire qui respectent les lois locales dans lesquelles ils sont, des pays dans lesquels ils sont implantés et qui sont de fait immunisés au risque d'interférence extraterritoriale. Deuxièmement, c'est aussi le volet de la souveraineté technologique, c'est-à-dire de pouvoir utiliser des solutions qui soient interopérables, qui soient réversibles, qui soient ouvertes. On le voit dans le portrait TI aussi cette année, il y a plus de 3/4 des organisations qui disent utiliser des solutions à code ouvert, open source. L'open source, c'est vraiment un levier de liberté pour innover également. Et troisièmement, c'est le volet de la souveraineté opérationnelle. Donc, c'est vraiment rester en contrôle de ses modes de déploiement, de son budget. Et voilà, je crois que c'est très important d'avoir une vision holistique de la souveraineté qui va au-delà de la donnée. Et maintenant, évidemment, on va voir un petit peu comment réduire l'écart entre les décisionnaires TI et non TI, parce qu'on voit très clairement qu'il y a une prise de conscience, notamment chez les décideurs TI, mais que ceux qui dirigent vraiment, entre guillemets, qui prennent les vraies décisions, c'est peut-être les décideurs non TI. Et là, il va falloir les convaincre. Mais puis rapidement, en terminant par rapport justement à cette solution-là infonuagique, ce qu'on voit dans le portrait, c'est que on ne veut pas passer à l'infonuagique uniquement pour une question de coût, donc de réduction de coûts, mais au contraire, on est vraiment plus dans une optique de modernisation. Est-ce que ça, c'est un pas en avant? On veut être plus, c'est l'évolutivité des données, c'est la flexibilité, c'est la modernisation. C'est un pas en avant, ça? Alors oui, c'est marrant parce que quand j'ai vu ce résultat, au début, je l'ai trouvé un peu contre-intuitif parce que nous, quand on parle à nos clients, on sent que l'optimisation des coûts, ça reste la priorité numéro 1 pour migrer vers l'infonuagique. Mais en effet, si on regarde le fait que la modernisation et, comme vous dites, la flexibilité et l'évolutivité sont passés devant, peut-être 3 scénarios qui pourraient expliquer ce revirement. Le premier, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans ce climat d'instabilité, on voit notamment une pression sur les prix dans les TI. Il y a des changements d'utilisation sur des licences chez certains joueurs de virtualisation. Il y a une pression sur les chaînes d'approvisionnement avec une hausse des prix des composants et des pénuries de composants. Tout cet écosystème, cet environnement assez instable avec une faible visibilité peut, je pense, pousser les décideurs à accélérer justement leur cycle de décision pour finalement moderniser tout de suite plutôt que de se hasarder à demain moderniser alors que l'environnement sera encore plus instable. Le deuxième pan, c'est évidemment la modernisation, c'est un levier d'agilité clair. Ça, évidemment, avec le cloud, c'est assez évident, mais c'est la capacité pour les entreprises aujourd'hui de naviguer entre différents clouds, entre différents modes de déploiement. Le cloud, d'ailleurs, a pour vocation de se rapprocher du client. Aujourd'hui, on a des solutions privées où le cloud s'installe directement on-prem chez son client de manière complètement déconnectée, ce qui est aussi un gage de souveraineté assez ultime. Et puis il y a également le volet d'innovation, c'est-à-dire que la modernisation, c'est un levier d'innovation, un levier pour intégrer
Les innovations de rupture, évidemment, l'IA, on en parle beaucoup, mais il y a aussi d'ailleurs, cette année, je crois qu'il y a un vrai seuil qu'on a atteint en termes d'intégration, en termes de maturité d'intégration de l'IA. Mais il y a également des innovations qui poussent derrière, comme le quantique, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Peut-être que dans quelques années, le quantique aura sa partie directement dans le portrait TI. Donc je pense voilà, c'est très important d'avoir une vision comme ça pour pouvoir intégrer les innovations de rupture et rester agile. Aujourd'hui, l'environnement est assez complexe et volatile, donc c'est important d'être vraiment au fait des dernières innovations en matière d'info numérique. Merci beaucoup pour ça. Puis maintenant, je me tourne vers Alain Cormier, président donc, de NoviPro. On va prendre un pas de recul, on va zoomer out, excusez-moi l'anglicisme, là, puis on va aller voir au niveau de l'influence des TI dans une organisation. Ce qu'on voit dans le portrait de cette année, c'est qu'on voit qu'il y a encore un écart de perception dans le rôle ou l'importance que les enjeux TI peuvent avoir selon qu'on sonde des gens qui sont des décideurs TI versus des gens qui sont des décideurs non TI. Qu'est-ce que ça, cette divergence-là entre les deux points de vue peut avoir comme impact sur l'organisation? Bien, c'est ça peut avoir un impact majeur sur les organisations. Question sur le déploiement de nouvelles technologies. Yves a mentionné un petit peu plus tôt, lorsqu'on a débuté le portrait TI, on sondait vraiment les décideurs d'un point de vue TI. Et après quelques années, on a ouvert aux lignes d'affaires pour vraiment avoir une comparaison, puisque un des objectifs qu'on avait était d'élever les TI à la table de la stratégie. Si je recule un petit peu en arrière pour répondre à ta question, si on regarde les différentes situations qu'on a pu faire face, on pense à la pandémie, lorsque tout le monde s'est retrouvé travailler à la maison. Si on regarde tout le côté ransomware qu'il y a eu, les TI ont toujours été à la table pour déployer de nouvelles solutions technologiques pour supporter l'entreprise, supporter la continuité des affaires des entreprises. Une fois qu'on a déployé ces technologies-là, on doit les maintenir, on doit s'assurer qu'on les maintient, mais on doit aussi s'assurer qu'il y a une évolution de ces solutions-là. Et souvent, c'est un aspect que les lignes d'affaires oublient. Je vais prendre un petit peu ce que Gabriel disait. Aujourd'hui, c'est monnaie courante qu'il y a des ransomware. C'est monnaie courante qu'on est protégé d'un point de vue cybersécurité. Et les dirigeants de lignes d'affaires oublient cet aspect-là. Donc, ça vient mettre une pression additionnelle sur les décideurs TI. Et en plus, il y a tous les projets de modernisation que Guillaume discutait, les nouvelles initiatives comme l'intelligence artificielle qu'on va discuter plus tard, ça vient ajouter encore à la pression sur les décideurs TI, souvent qui ont un budget restreint, un budget qui augmente un petit peu, ou même dans certains cas, les budgets vont être réduits. Donc, c'est sûr que ça explique un petit peu la différence de positionnement entre les décideurs TI et les décideurs dans les lignes d'affaires. Si je regarde une des statistiques du portrait TI, on regarde les défis des entreprises pour les prochaines années. Décideurs TI, 100% la cybersécurité. Puis encore une fois, on a parlé des nouvelles technologies. On regarde l'intelligence artificielle. Oui, c'est de la très belle technologie utile pour les entreprises, pour l'évolution. Cependant, cette technologie-là, elle est quand même disponible aux acteurs de la cybersécurité. Donc, on se doit de faire évoluer les solutions. Une pression et une des priorités d'un point de vue TI. Quand on regarde le point de vue des lignes d'affaires, eux, leur priorité est vraiment basée sur les budgets et gestion des dépenses. Puis on peut comprendre le contexte économique qu'on vit aujourd'hui, les pressions de faire plus avec moins. Donc, c'est normal qu'on voit cette différence-là. Donc, ça expose directement la différence qu'il va y avoir entre les deux. Mais quand même, la bonne nouvelle qu'on voit dans le portrait TI, puis tu en discutais avec Yves, c'est l'évolution des TI au sein de la stratégie de l'entreprise. Une des statistiques qui sort, c'est que 87% des entreprises amènent les TI à la table lorsqu'on parle de stratégie d'entreprise. C'est une augmentation de 6% par rapport à l'année dernière, et ce qui nous ramène à où est-ce qu'on était en 2020. Donc, depuis 2020, les TI avaient descendu, étaient moins partie prenante des décisions. Cette année, on voit un réajustement de ce côté-là et c'est très positif. Parce que justement, c'est ça, on a un chiffre de 37% des entreprises disent, bon, considérer les TI comme un véritable partenaire stratégique. Là. Ça, on va dans le sens de ce qu'on disait tantôt, justement, la place des TI qui arrivent à la table des décisions. Est-ce que ça reflète réellement sur le terrain? Est-ce qu'on est vraiment dans ces eaux-là, 37% des gens qui... Je vais dire que... J'ai été un petit peu surpris. J'aurais aimé ça, voir le chiffre plus élevé. Si on regarde, lorsqu'on a débuté le portrait TI il y a 10 ans, c'était vraiment le but d'emmener les décideurs TI à la table. Donc, je me serais attendu que ça soit plus élevé cette année. Et encore plus,
que la grande majorité des entreprises sont dépendantes des nouvelles technologies, de la technologie. Donc, les décideurs TI devraient être à la table. Donc, pour moi, ça devrait être un petit peu plus élevé. Quand on regarde le contenu du portrait TI, on voit cette année les ambitions d'investir encore plus en technologie. Donc, une raison de plus d'emmener les spécialistes en technologie à la table. Donc, c'est vraiment un élément qu'on voit. Aujourd'hui, les TI sont à la table, mais ce n'est pas parce qu'ils sont à la table qu'ils ont une très grande influence. Donc, moi, le conseil que je donne aux entreprises, aux décideurs TI, c'est soyez pertinents pour l'entreprise. Agissez comme un partenaire stratégique et vous allez être amené à la table. De l'autre côté, pour les lignes d'affaires, le message que j'envoie, c'est commencer à impliquer la ligne d'affaires des TI dès le début d'un projet de modernisation, d'une nouvelle initiative, pour que vous puissiez travailler ensemble et que vous compreniez quelles sont vos priorités de chacun des côtés. Rapidement, dans certaines discussions que j'ai eues avec certains de nos clients et d'autres prospects, on voit de plus en plus les CIO se rapporter directement à la présidence ou avoir un lien direct ou avoir quelqu'un sur le board qui a des connaissances TI. Oui. Donc, c'est un grand pas, mais on a encore plusieurs éléments et on peut encore s'améliorer de ce côté-là. Il y a un travail d'influence à faire. C'est ce que exactement. Je comprends. On veut travailler notre positionnement stratégique dans l'organisation. Merci beaucoup à vous trois. On va entamer maintenant notre troisième segment qui va nous amener vers l'intelligence artificielle. On va l'aborder davantage dans un angle qui va se centrer sur les ressources humaines et la transformation des rôles. Et pour ça, j'aurai avec moi donc François Morin, responsable des partenariats commerciaux chez IBM, et Martin Larivière, VP RH chez Novipro. Je vous rappelle que vous pouvez poser les questions directement via la fenêtre de clavardage et on répondra à ces questions-là par la suite. Donc, il n'y aura pas de période de questions proprement dit, mais on vous invite à le faire. C'est l'objectif. On veut que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez creuser une donnée, aller un petit peu plus loin, soulever une interrogation ou partager peut-être un enjeu dans votre organisation, faites-le via la fenêtre de clavardage et on vous contactera par la suite pour y donner suite, justement. Donc, ben voilà, maintenant, on parle de l'IA. C'est un peu un incontournable. On ne peut pas parler de faire une 10e édition Portrait TI sans aborder cette question-là de l'IA. Donc, François, première question pour toi, justement. Dans les chiffres qu'on a dans le portrait, justement, au niveau de l'utilisation, 39 des décideurs non TI disent ne pas utiliser l'IA de manière significative. Puis après ça, ben, du côté des décideurs TI, on dit que 35 envisagent d'investir en IA. Puis à ça, on va ajouter la donnée que ce chiffre-là, il descend à 24 du côté des décideurs qui ne sont pas des décideurs TI. Est-ce qu'on aurait pu s'attendre à des chiffres un petit peu plus élevés, justement, par rapport à ces investissements-là qu'on souhaiterait ou qu'on envisage de faire avec tout ce qui se dit, tout ce qui se passe au niveau de l'IA en ce moment? Écoute, merci de la question. Je pense que j'étais étonné de voir le chiffre. On voit que l'IA est partout, on en parle, on a plein d'exemples d'utilisation. Dans la question, on parle de manière significative. Est-ce que le terme a été utilisé à bon escient? Est-ce que les gens ont été un petit peu plus calmes sur leur réponse? Faudrait définir un petit peu mieux qu'est-ce que c'est la valeur significative. Moi, je pense qu'en entreprise, même si on n'utilise pas directement l'IA avec un produit qui est donné à nos employés l'utilisent. Que ce soit avec une simple recherche Google ou c'est Gemini qui va te répondre en premier. Si on regarde sur Outlook, on est en train d'écrire un courriel, ben, on a notre copilote qui est là. On est capable d'utiliser pour aller chercher peut-être une tournure de phrase mieux, de classer nos documents. Des applications qu'on utilise à tous les jours en entreprise, que ce soit par exemple Salesforce, que ce soit une application comme SAP, on a déjà de l'IA à l'intérieur. Donc, je suis un petit peu surpris de ces chiffres-là, surtout qu'on vient de sortir chez IBM un rapport qui dit que d'ici la fin de l'année 2026, donc cette année, on va avoir 76 des entreprises qui vont avoir un nouveau poste qui est un directeur de l'intelligence artificielle ou l'acronyme anglais, un CAIO. Ça veut dire qu'on va mettre un cadre supérieur en entreprise pour avoir une vision sur tout ce qui est l'IA. Donc, on voit qu'il y a un investissement solide là, sur cette technologie-là.
Et ça va aller en accroissement, c'est sûr et certain. Je pense qu'on est en train de sortir un petit peu de la phase expérimentale de l'IA. Et là, on va tomber dans un mode où on doit aller en production avec nos outils pour qu'on soit capable de rester compétitif. Et ça, on le voit dans plusieurs choses, plusieurs dossiers qu'on regarde avec nos clients. Les compagnies qui ont investi stratégiquement au niveau de l'IA, on s'attend de voir des gains. Et ce qu'on a été capable de voir, c'est 70 de gains de productivité pour certaines compagnies, 74 où on développe des applications avec l'IA, donc on est capable d'aller chercher des applications encore plus grandes, plus fortes, et 67 de livraison, de gains en livraison de projets. Donc, il y a nécessairement un engouement sur l'IA, puis les chiffres montrent peut-être quelque chose de différent. Ça fait que c'est un petit peu paradoxal. L'autre chose aussi, on va voir à l'écran, dans le bas de l'écran, on va voir une étude où on voit que maintenant, on est capable de calculer 38 des organisations sont sorties de l'expérimentation et s'en vont vers la production. Donc, un petit peu encore paradoxal avec l'autre question. Donc, on voit que les gens ont de l'engouement. C'est juste de savoir comment on va être capable de traiter cet engouement-là et faire évoluer ça à travers les prochaines années. Un autre chiffre qu'on a dans le portrait, c'est par rapport à l'utilisation donc, de l'IA générative. Dans 32 des cas, on va dire que c'est la solution la plus utilisée ou la plus envisagée. Sur le terrain, est-ce que c'est ça qu'on observe aussi? Ce 32 %-là reflète la réalité? Oui, il reflète une certaine réalité. Oui. On le voit avec l'utilisation, par exemple, des chatbots, avec des aides pour les gens qui sont au support, donc tout ce qu'on appelle l'expérience client, où ils vont utiliser des outils génératifs pour aider à parler avec les clients. Par contre, on est en train de voir un déplacement vers l'IA argentique. Oui. Donc, où on va avoir des agents qui vont prendre certaines décisions et nous aider dans notre quotidien. Et ça, on le voit de plus en plus chez nos grandes entreprises, même nos moyennes entreprises qui sont en train de regarder ce côté-là et d'être capables de voir est-ce que ça va nous apporter un gain important ou c'est un gain mitigé. En parlant de l'agentique, bien là, on commence à avoir des défis. Puis je vais finir sur ce côté-là. Moi, j'ai catégorisé 3 défis au niveau de l'agentique. La gouvernance, donc, plus on augmente notre productivité, plus on introduit des risques. Donc, il faut être capable de gouverner où les données sont, qui a accès à ces données-là et vers où les données s'en vont. Donc, ça, c'est mon le premier aspect. Le deuxième aspect, la dette technologique. On vient de sortir de grandes modernisations, là, passer à VMware. On s'entend que ça fait des années qu'on en parle, mais il y a encore des entreprises qui viennent de terminer cette modernisation-là. Donc, il y a une dette technologique. Et le troisième défi, c'est les budgets. Où on commence? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait comme premier projet? Et moi, ma réponse à ça, c'est de trouver un petit projet pour l'utiliser, voir les gains, puis après ça, d'être capable de déployer dans l'entreprise sur des plus grands projets, des projets plus impactants. Donc ça, c'est les 3 grands défis. Fait que commencer petit, quelque chose de réaliste. Absolument. Parce que la tentation est grande, j'imagine, de se lancer, puis on nous fait des promesses, puis on veut que ça... Donc, quand il va plus petit. Absolument. Excellent. Merci beaucoup pour ce survol donc, des données. Je vous rappelle que donc, le portrait TI est disponible en téléchargement. Je vous invite à le faire. C'est beaucoup d'informations. On en a choisi quelques-unes donc, en intervention ici aujourd'hui sur le plateau. Je me tourne vers maintenant Martin. Donc, Martin Larivière, VP RH chez Novipro. Mais on a parlé de l'IA. On va aller maintenant encore plus. On va se tourner vers l'humain, vers la formation continue. 45 dans 45 des cas, en fait, on a nommé justement cette préoccupation-là en termes de formation continue TI. On voit que les compétences vont évoluer. Dans le contexte de l'essor de l'IA, justement, comment on interprète ce chiffre-là de 45 C'est une bonne question, Charles-Édouard. En fait, ce qu'on note actuellement, c'est un changement majeur dans la nature même des compétences TI. Pendant longtemps, les organisations ont cherché à recruter des compétences très précises, la maîtrise d'un langage précis, la maîtrise d'une plateforme, des gens avec des spécialisations données. Avec l'arrivée de l'AI, le modèle évolue et évolue rapidement.
Aujourd'hui, la durée de vie de certaines compétences, elle est beaucoup raccourcie. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ce que tu maîtrises aujourd'hui ben, sera partiellement automatisé ou totalement Ouais. automatisé ou transformé dans les 12 à 24 mois, par exemple. Donc, la véritable compétence stratégique devient la capacité d'apprendre, la capacité de s'adapter, mais aussi pour l'employé, la capacité de se requalifier rapidement. Donc, long préambule pour répondre à ta question, finalement, Charles-Édouard, le fait que le besoin de formation continue arrive au sommet des préoccupations RH ne me surprend pas du tout aujourd'hui, parce que l'IA transforme pas uniquement les compétences techniques, en fait, comme on vient juste de le dire, mais elle transforme aussi la manière de travailler, la manière de collaborer, la manière d'analyser l'information et la manière de prendre des décisions. Mon estimé collègue à côté en a fait part précédemment. Donc, ce qui rend la chose particulièrement intéressante, c'est qu'on passe d'une logique de formation ponctuelle à une logique d'apprentissage continu. C'est un modèle qui se transforme Ouais. lentement, doucement. Donc, les entreprises les plus performantes ne voient plus ou ne devraient plus voir incessamment sous peu la formation comme une activité RH avec un budget déterminé, mais ils la voient ou devraient la voir incessamment sous peu aussi, comme un levier direct de compétitivité, d'innovation, puis de rétention et ou même de survie pour certaines organisations. Dans un contexte de rareté de talent, je pense qu'on ne peut pas juste uniquement penser à recruter les compétences de demain. Acheter ces compétences-là, ça peut être difficile à trouver et où trouver la perle rare peut être coûteux. Donc, selon le contexte, selon l'organisation, selon l'environnement, c'est plus facile, je vais mettre des guillemets, là, plus simple et plus facile de peut-être accompagner puis développer cette personne-là. Donc, en somme, investir dans le développement des compétences aujourd'hui, c'est pas uniquement un enjeu RH, c'est aussi et surtout un enjeu organisationnel, d'agilité, de capacité d'innovation et de compétitivité. Il en va de l'avantage concurrentiel, en fait, des organisations. J'aime beaucoup le fait que tu expliques qu'on passe d'un apprentissage ponctuel à quelque chose qui est beaucoup plus continu. On est vraiment dans une approche de développement. Et justement, bien, ça m'amène au prochain chiffre. Là. 72 des entreprises prévoient investir justement dans le développement des compétences en fait, au cours des 2 prochaines années. 72 c'est quand même beaucoup. Là. Ça, c'est significatif. Qu'est-ce que ça dit au BPRH, justement? Ouais. Qu'est-ce que tu lis derrière ça, 72 Bien, premièrement, c'est rassurant. C'est rassurant pour le gars de ressources humaines parce que, bon, on accorde toute l'importance puis la visibilité aux employés, mais c'est aussi extrêmement révélateur des priorités actuelles des organisations. On assiste actuellement à un changement de paradigme dans la façon de voir puis de développer le talent. On l'a dit, on ne peut pas acheter ces compétences-là. On n'aura pas le choix, si on veut rester compétitif, de développer à l'interne. Pendant longtemps, la formation était considérée comme une dépense, une obligation légale. On se rappelle la loi de la formation. Parfois, c'était considéré comme étant un élément relativement secondaire, suivant les pressions opérationnelles et ou financières. Qui n'a pas eu un CFO dans une entreprise qui dit mauvaise année, où est-ce qu'on coupe? La formation, généralement, c'est là qu'on coupait par le passé. Ceci dit, je vois difficilement comment on peut le faire pour l'avenir. Donc, les entreprises comprennent de plus en plus que le développement des compétences est directement lié à la capacité, on en a parlé précédemment, à la capacité, à la vitesse d'exécution, d'innovation et de croissance. Donc, dans le contexte actuel, on a parlé d'IA, on a parlé de cybersécurité, d'automatisation, de transformation numérique. Les organisations réalisent qu'elles ne peuvent plus évoluer à la même vitesse si leurs compétences internes stagnent. Donc, investir dans le développement des compétences devient un enjeu plus que stratégique. Puis là, justement, je me mets dans la peau d'une organisation, qu'elle soit petite, moyenne, grande là, ou très grande, qui est face à cette réalité. En fait, on y fait tous face, là, qui est face à cette réalité-là. Concrètement, quels conseils on peut donner justement à l'organisation pour implanter cette vision-là, puis amorcer cette transition-là,
Puis, il ne faut pas oublier, il y a des compétences qu'on ne connaît pas encore. Là. Ouais. Fait qu'on s'en va un peu à l'aveugle dans tout ça. Quel conseil on peut donner à ces organisations-là? En 1 minute, là, je peux donner un On peut conseil. dire Ceci dit, deux, OK, deux. trois, Mais, ouais. mais tu sais, il y a des cours de 45 heures qui se donnent à Oui. la maîtrise. Là, donc, je vais essayer d'être concret et plus précis. Donc, le conseil pratique serait probablement de commencer, un peu comme mon collègue a dit, là, commencer petit, Ouais. mais commencer concrètement. Donc, changer la culture, puis changer le modèle d'activité de formation à un modèle de culture d'apprentissage, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, souvent, ce que je peux voir ou constater en échangeant avec d'autres collègues ressources humaines, donc se lancer dans des grandes stratégies de formation complexes, si on n'a pas cette culture-là, ça devient très difficile. S'abonner à des plateformes de formation où est-ce que, je m'étais dit, je trouverais un autre mot que cimetière de capsules vidéo. Là, malheureusement, c'est pas venu. Mais ça le dit. C'est pas venu. Ça Mais le dit. ça dit tout, en fait. Ouais. En partant de là, je ne suis pas sûr que c'est pas mauvais, mais ce n'est pas que l'approche à adopter. Donc, les meilleures pratiques d'apprentissage se construisent d'abord dans le quotidien. Donc, oui, OK, mais comment? Peut-être que ça pourrait être ta question. Bien, donner du temps réel pour apprendre, mais aussi protéger ce temps-là. Donc, des fois, fin de quart, on va trouver n'importe quelle autre priorité que de se former. Intégrer le mentorat, le partage d'expérience. On a la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs générations qui travaillent à l'intérieur même des organisations. Donc, essayer de le leverager en bon français. Oui, en fait, capitaliser sur Oui, ça. merci. Merci. Encourager l'expérimentation et les laboratoires. Reconnaître. Là, je sais que c'est basic, là, mais c'est tellement basic qu'on ne le fait pas beaucoup ou pas assez. Donc, reconnaître les employés qui développent les dites compétences, former les gestionnaires. Ça devrait être des catalyseurs d'apprentissage, ça devrait être ils devraient être des leaders par l'exemple. Donc, et en conclusion, donc c'est ma fin, qui est excellente selon moi. Là. Une culture d'apprentissage ne se décrète pas, elle se vit, mais elle se vit dans la durée. J'aime beaucoup ça parce qu'effectivement, cette transformation-là, c'est pas juste un moment, c'est pas juste une parenthèse qu'on vit. On en a vécu des parenthèses, là, certaines plus difficiles que d'autres. Là, on est vraiment dans une ère de changement qui va s'échelonner sur plusieurs années, voire des décennies. J'aime beaucoup, effectivement. Une très bonne finale. On a une vision à court, moyen et long terme. Je retiens aussi qu'autant au niveau de l'IA que des RH, on veut y aller de façon concrète, des petits projets pour commencer. On se fait la main là-dessus, puis après ça, tranquillement, on va grandir dans nos ambitions et dans nos projets. On revient, on va terminer maintenant avec le mot de la fin. Je vais réinviter Alain Cormier, donc président NoviPro, sur le plateau avec moi. Je vous rappelle donc une dernière fois, vous avez le lien, vous allez avoir le lien pour télécharger donc le portrait TI, 10e édition cette année. Et je vous invite donc à le regarder dans vos organisations. On a parlé beaucoup aujourd'hui, on veut faire passer ça. On continue en fait de faire ce transfert-là vers la table, vers la table stratégique. Donc, je pense que c'est des données intéressantes à regarder avec les équipes de direction qui ne sont pas nécessairement TI, justement. Alain, je te laisserai le mot de la fin, justement. Puis, on va y aller en mode rétrospective pour commencer. On fait ça depuis 10 ans, ce portrait-là. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué aujourd'hui dans ce qui vient d'être déposé, ce qui vient d'être rendu disponible? Alors, il y a 4 éléments. Un que je ne reviendrai pas en détail parce que mon collègue Martin a passé au travers, mais le côté RH. Lorsqu'on a reçu les données préliminaires, on a été agréablement surpris de voir les RH. Si je regarde au cours des 10 dernières années, on se maintenait. Cette année, c'est sorti vraiment comme étant un élément important. Fort, ouais. Et je crois qu'avec l'évolution rapide des technologies, c'est vraiment un élément que les entreprises doivent focusser sur le développement de l'expertise à l'interne. Donc, c'en était une surprise lorsque j'ai vu les résultats. L'intention d'investir dans les technologies cette année, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est bien de voir que les entreprises veulent investir. Quand on regarde un petit peu plus près les statistiques du portrait TI, ce n'est pas combien tu vas investir, mais c'est vraiment comment tu vas investir. Donc, il faut investir intelligemment. Puis les entreprises qui vont sortir gagnantes, c'est ceux qui vont
investir, qui vont mettre une saine gouvernance alentour, qui vont s'assurer d'avoir une exécution exemplaire, parce qu'il y a énormément d'attentes avec les projets technologiques. Et si tu n'as pas la gouvernance et l'exécution qui l'entourent, tu risques de manquer les objectifs visés. Et je vais revenir encore sur le développement de l'expertise. Alors, oui, il y a beaucoup de firmes qui peuvent venir assister. Novipro, ça fait des années qu'on assiste nos clients, mais on s'assure aussi que nos clients deviennent autonomes. Et je pense que c'est important de garder une certaine expertise à l'interne de l'entreprise. Donc, oui, faire des bons investissements, mais quand même avoir quelque chose en arrière. Et ce n'est pas le montant total des investissements, mais c'est comment on va gérer ces investissements-là. Donc, ça, c'était mon deuxième élément. On a parlé, Guillaume a parlé, la souveraineté de la donnée. C'était nouveau cette année. Première fois qu'on l'emmenait dans le portrait TI, 77 des gens qui sont concernés par rapport à il y a 2 ans. Donc, c'est vraiment un élément important. Puis, je pense que c'est important sur la gouvernance, sur la souveraineté de la donnée, de savoir où est notre donnée, qui est-ce qui a accès à la donnée et qui est-ce qui la contrôle. Puis quand on parle à l'accès, il y a quelque chose encore plus grand qui s'en vient avec l'IA, c'est de tout gérer les agents. François en a parlé un petit peu. Donc, ce n'est plus seulement qui a accès à la donnée en tant qu'humain, mais c'est aussi en tant que machine et tous les agents. Donc, c'est un élément qui s'emmène. Et je vais rentrer dans ça, le cadre réglementaire, qui est souvent attitré à la donnée. On a parlé de la loi 25 avec Gabriel, et la statistique que tu sortais sur le nombre d'entreprises qui croient qu'ils sont en règle selon les cadres réglementaires. Mais d'un autre côté, il y a 32 où, je vais le regarder du côté positif, il y a 68 des entreprises qui sont au courant de la loi 25 au Québec, mais il y en a quand même 32 qui ne sont pas là. Mais pourtant, à 89 ils pensent qu'ils sont en règle. Donc, c'est vraiment un élément que je vais inviter les entreprises à poser vraiment un regard plus important de ce côté-là, d'un point de vue entreprise. Mon dernier élément, qui est l'éléphant dans la pièce. On a eu la discussion, c'était le point que tu m'emmenais. Oui, les TI sont à la table de la stratégie. L'année passée, j'ai eu la chance de présenter une grande salle de CIO et mon mot d'ordre à la fin, c'est « Soyez pertinent pour l'entreprise ». C'est le même conseil que je vais donner aujourd'hui. Je comprends qu'il y a des budgets à gérer, je comprends qu'il y a de la technologie à maintenir, mais vous devez conseiller les lignes d'affaires. Vous êtes les spécialistes en technologie et vous devez être reconnus par l'entreprise à ce point-là. Donc, c'est vraiment les éléments quand je regarde le portrait TI. Fait que là, ce que je comprends, c'est que les TI ont fait leur chemin jusqu'à la table. On est rendu à la table. Maintenant, c'est d'utiliser son capital d'influence, de faire changer, de faire bouger les choses. Moi, ce que j'aime dans ça, quand on regarde le survol, puis bon, on est technologie de l'information, mais la première chose que tu as nommée, c'est l'humain. Fait que malgré le fait qu'on soit en TI, on revient, puis on le fait à plusieurs reprises dans l'heure qu'on va terminer ensemble, on revient beaucoup à l'humain, que ce soit au niveau des compétences, que ce soit au niveau de son pouvoir d'influence. Fait que ça, je trouve ça intéressant, parce qu'on peut être très, très, très TI sans jamais déshumaniser tout ça, en fait. Écoute, et la raison est qu'un projet TI pourrait être seulement TI. Aujourd'hui, on en voit beaucoup moins. C'est souvent les besoins d'affaires qui vont amener les projets TI et ça prend des gens pour livrer ces projets-là, d'où revient l'expertise et la ressource humaine. En terminant, donc, on l'a dit, on a commencé en disant que c'était une photo, le portrait TI. Il y en a eu 10 qui ont été faits. On a commencé en 2017, on est rendu à la 2e édition. Maintenant, pour les organisations, si on se tourne justement vers le futur, on n'a pas de boule de cristal. On l'a dit tantôt, ça va vite. Ce n'est pas juste une parenthèse, c'est une transformation qui s'échelonne dans le temps et qui va être là, qui va faire partie de notre nouvelle réalité. À quoi les organisations doivent se préparer pour la suite des choses? À la lumière de ce qu'on a, puis avec peut-être un peu de boule de cristal. Là, disons-le. Je vais commencer avec l'intelligence artificielle. Oui. Aujourd'hui, on peut la comparer. Yves parlait en 1993, la venue du PC. On peut comparer avec la venue de l'Internet, qui n'était pas là auparavant, et comment ça a révolutionné un petit peu les entreprises. Aujourd'hui, l'IA est là, et je crois qu'on est tout simplement au début de l'IA, de la révolution que l'IA va amener. L'IA va amener énormément de changements sur les structures opérationnelles des entreprises.
Aujourd'hui, on voit plusieurs projets sur de l'automatisation ou améliorer des processus à même un silo, à même une ligne d'affaires. De plus en plus, on va faire interagir les lignes d'affaires avec la technologie, ce qui va amener potentiellement des changements de structure. Ouais. C'est un petit peu ma boule de cristal, Ouais. un changement de structure de ce côté-là. Donc, c'est vraiment un élément important à regarder. Un autre élément que je peux voir, puis Guillaume en a brièvement parlé, c'est l'ordinateur quantique. Ouais. On en entend parler. C'est quelque chose dans l'évolution du portrait TI qu'on se doit d'inclure. On entend de plus en plus parler. Il y a, je vais dire, plusieurs entreprises qui ont commencé à planifier l'après-quantique. Donc, quel va être l'impact du quantique sur les entreprises? Donc, c'est quelque chose qu'on se doit de planifier aujourd'hui. Je vais revenir sur l'expertise, c'est un élément important à voir, mais le quantique va avoir un impact sur l'optimisation des entreprises, sur le développement de nouveaux produits. Il y a des éléments qui vont pouvoir être validés et emmener les entreprises à emmener de nouveaux produits sur le marché. Puis ça va avoir un impact majeur sur tout ce qui est la science, la santé et la recherche sur le développement. Donc, c'est vraiment un élément qu'on doit regarder, mais je vais faire le bémol du quantique qui risque d'avoir un impact aussi sur tout ce qui est la cybersécurité. Ouais. Donc, c'est pour ça que les entreprises doivent commencer aujourd'hui à se préparer. Le dernier, on a parlé de la loi 25, on a parlé avec Gabriel, tout ce qui est le cadre réglementaire. Aujourd'hui, on se doit de déployer de la nouvelle technologie. On doit regarder le futur sans nécessairement savoir quels seront les nouveaux cadres réglementaires. Donc, on se doit de bien planifier, de bien gouverner les nouveaux projets qu'on fait pour que lorsqu'il y a un nouveau cadre réglementaire qui arrive, qu'on puisse s'ajuster. Et je crois que ça va être un des défis pour les entreprises au cours des prochaines années. Merci beaucoup pour tout ça. Félicitations pour ces 10 années, 10 portraits. Est-ce qu'il y en aura un 11e? On est en train de regarder ça. On travaille là-dessus. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à l'équipe de NoviPro et les experts, donc experts invités qu'on avait avec nous pendant toute cette heure, donc pour présenter différents résultats donc, du portrait TI. Je rappelle qu'on s'est attardé à seulement quelques données, mais en plongeant donc, de façon plus exhaustive dans le document, dans le portrait TI, vous allez avoir beaucoup d'informations qui peuvent servir d'excellents points de départ dans vos organisations. On parlait justement d'amener les TI à la table. Les TI sont là maintenant, il faut les faire travailler, donc il faut les amener dans les réflexions au niveau plus stratégique. Donc, je pense que ces données-là peuvent servir d'excellents points de départ. Et on le rappelle, hein, tout ça sans jamais perdre de vue qu'il y a des humains derrière ça et on veut les garder, on veut garder, on a parlé justement de rétention, on a parlé de développement des compétences, de formation, etc. Donc, voilà beaucoup de matière pour vous. Édition 2026, 10e portrait TI. Merci beaucoup donc à tous les intervenants qui étaient avec moi ici aujourd'hui. Merci beaucoup à PQM, qui est notre diffuseur officiel donc, pour cet événement d'aujourd'hui dans leur studio ici à Montréal. Et je vous rappelle que vous aurez accès à ce webinaire-là, donc en rediffusion. Vous recevrez un lien que vous pourrez donc utiliser, partager également avec vos collègues, donc pour pouvoir revenir sur ces réflexions-là et ces questions qui ont été posées par nos experts. Et en terminant, je vous invite à répondre au sondage de satisfaction. Vous avez accès, il y a un bouton là, sur votre fenêtre de diffusion qui permet de répondre en quelques clics seulement donc, à ce sondage. C'est ce qui nous permet de s'assurer de rester pertinent, s'assurer qu'on répond donc dans le cadre de nos événements webinaires aux enjeux dans vos organisations, que ce soit de petites, moyennes, grandes ou très grandes entreprises. Donc, on veut s'assurer d'être pertinent. Prenez un instant pour y répondre. Et en terminant, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à une prochaine fois.